Bonjour à tous les amis, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Petit tuto matinal, hein. Je vous cache pas, il est 9 h du mat, je suis réveillé depuis une demi-heure. Alex m'a dit ce matin, on tourne le tuto migale. Moi j'ai dit, c'est parti. Aujourd'hui, on va vous installer les migales qu'on a acheté dans le vlog précédent sur quand on allait acheter des migales ensemble en Thaïlande. Je rappelle d'abord, et je le dis, que les migales sont assujetties à certificat de capacité et ouverture d'établissement en France. C'est-à-dire que si tu veux élever ces animaux chez toi, tu dois passer par une démarche administrative qui va valider à la fois tes connaissances et tes installations pour te permettre d'avoir ces animaux légalement. Donc ce tuto, il n'est pas là ni pour vous encourager à avoir des migales, ni pour vous pousser à être en dehors de la loi. Ce tuto est là pour vous montrer comment on installe les migales. Donc il est destiné à qui? Aux capacitaires, aux gens qui ne sont pas encore capacitaires mais qui s'intéressent à ces animaux, aux curieux qui n'auront jamais une migale de leur vie mais qui aiment bien regarder et apprendre sur les animaux. Bref, il est pour vous tous. Mais ne m'accusez pas de vous pousser à avoir ces animaux sans respecter la loi. Entre nous, ça c'est fait. Je suis dans un supermarché japonais les amis et j'hallucine du nombre de marques qu'il y a de nourriture chien et chat. Il y a plein de trucs mais il manque la marque principale, ma marque préférée. Mais où est Jaffy? Car oui les amis, Jaffy est ma marque préférée de croquettes et ce depuis longtemps et je vais t'expliquer pourquoi. Démonstration tout de suite. Les aliments que tu vas retrouver dans les croquettes, que ce soit pour ton chien ou pour ton chat, il faut le préciser, sont des aliments naturels. Jaffy met la meilleure qualité de produit à l'intérieur de leurs aliments. Pour nourrir ton chien avec Jaffy, c'est ultra simple. Et ça commence dès le début où tu vas faire une simulation sur internet pour avoir une recette personnalisée pour ton animal car oui, tous les chiens ne mangent pas la même chose et pas dans les mêmes quantités et ça Jaffy ils l'ont bien compris. Aujourd'hui en quelques années ils sont devenus la première marque d'alimentation française personnalisée pour animaux. J'ai envie de dire Cocorico, mais lui il le dit mieux que moi. Ils vont calculer exactement la quantité de nourriture qu'il va falloir pour ton chien quotidiennement et adapter la taille des croquettes en fonction de la race de ton animal aussi. La recette, elle est sans gluten avec des produits naturels et avec un taux de protéines bien plus élevé que chez la concu. Et s'ils ont réussi en quelques années à devenir numéro 1 de la livraison d'aliments d'animaux à domicile, c'est pas pour rien, c'est parce que les clients sont ultra satisfaits, parce que tu n'as plus à porter tes gros sacs de croquettes, tu n'as plus de moment où tu es en galère de croquettes, ils s'occupent de tout, tout est livré à temps et ça j'avoue, ça change la vie. Quand je dis que c'est personnalisé, ça veut même dire qu'il y a le prénom de ton chien qui arrive sur le sachet. Et aujourd'hui, pour 7 sponsors, Jaffy ont décidé de casser la baraque en vous offrant à vous, mes abonnés Toupette, avec le code Toupette, une réduction de moins 60% sur votre première commande. Donc ça déjà, bah, ça fait plaisir. Mais en plus, ils rajoutent à vie un sachet de friandises dans chaque colis. Donc pour les chats, vous aurez le petit sachet de friandises pour chat et pour les chiens, un sachet de friandises pour chien à vie dans chaque colis. Ça fait pas trop plaisir? Le code Toupette. Le bon plan du jour. Jaffy, c'est la vie. Et merci Jaffy pour cette sponsor et tous ceux qui testeront l'aventure. Et nous, on repart dans les migales. C'est parti. Bon, les 8 pattes. Tu n'aimes pas les migales? J'aime pas cette vidéo. Moi, j'adore. Donc, les migales, il y en a à peu près partout sur la planète. Ce sont des animaux qui sont très impressionnants visuellement, qui terrorisent pas mal de gens. Alors qu'en fait, que nenni, il y a peu de raisons. À part être impressionnants, ce sont des animaux qui sont fragiles, qui sont peu dangereux. Le venin des migales est quand même peu dangereux pour l'homme. On va pas se mentir. Mis à part quelques espèces, je pense à Atrax robustus en Australie, là ça craint. Je pense au Poecilotheria en Inde et au Sri Lanka, là ça peut craindre. Et je pense à quelques espèces aussi africaines où t'as pas envie de te faire shooter. C'est pas un cobra, c'est pas un animal où si tu te fais mordre, t'es là, oh, je dis mordre parce que ça pique pas. Un animal il pique avec son dard et il mord avec ses crochets. La migale elle a des crochets, c'est avec les crochets qu'elle te mord. Donc s'il y avait envenimation, ce serait avec la morsure et non pas avec la piqûre. Choisissons les bons mots pour être précis. Bon, pas actif, le venin, c'est vite dire. Si toi par exemple t'es allergique et que tu le sais pas, tu peux faire une très mauvaise réaction avec n'importe quoi, une piqûre d'abeille, de guêpe et tout. Ça pourrait être le cas sur une araignée. Donc dans tous les cas, l'idée c'est de ne pas se faire mordre. C'est pas parce qu'une migale, on se dit elle est pas dangereuse qu'on la manipule. De toute façon, les manipuler, c'est prendre un risque pour toi et pour elle pour plein de raisons. Je t'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente qu'une migale terrestre qui tomberait de cette hauteur-là, elle mourrait, tu vois. Donc la manipuler, c'est prendre le risque qu'à un moment elle tape un coup de flip et hop, qu'elle tombe et qu'elle meurt. Quand on manipule des migales, on va pas se mentir, souvent c'est pour un effet sensationnel, c'est pour dire à quelqu'un hey, tu veux essayer de prendre une migale pour la première fois dans la main? Ça n'a aucun intérêt pour l'animal en lui-même. Elle ressent pas de l'affection de cette manipulation. Tu peux le faire à raison pédagogique, à raison pour montrer des parties de l'animal à tes amis et tout, mais techniquement, évite-le au maximum. Je vais pas vous mentir, je ne manipule quasiment jamais les araignées. J'utilise toujours des boîtes, des pinces. Ça m'arrive de temps en temps, ça peut m'arriver sur un tournage, ça peut m'arriver. Là, j'ai montré la brachypelma l'autre jour à mes amis, je leur ai montré et tout bien, mais c'est vraiment très très rare. Donc la manipulation des migales, franchement, le mieux c'est de le faire avec les yeux ou avec
avec du matos, tu prends aucun risque ni pour l'araignée ni pour toi. Ça, je vous l'ai déjà dit, 3 types de migales, des souterraines, des terrestres et des arboricoles. Aujourd'hui, on va s'occuper d'une terrestre. Perso, j'ai toujours été à fond dans les migales, c'est les animaux avec lesquels j'ai commencé. J'ai commencé ma première migale, je devais avoir 13 ou 14 ans, j'étais en 4e, je crois. À l'époque, il n'y avait pas le certificat de capacité sur les araignées, c'était très facile d'obtenir des migales, je les achetais déjà à la ferme tropicale. Moi, ce qui me plaît dans les migales, c'est qu'on peut les acheter petites et les faire grandir. Une femelle, par exemple, va vivre très longtemps, elle va vivre entre 15 et 30 ans suivant les espèces. Un mâle, lui, une fois qu'il est arrivé à l'âge adulte, il va vivre 1 an ou 2. Ça, on va en parler derrière. Mais l'avantage, c'est que tu peux acheter des toutes petites araignées à des quelques euros, voire quelques dizaines d'euros, c'est vraiment pas cher les migales, les bébés en tout cas. Et tu peux les faire grandir petit à petit, elles vont commencer leur vie dans un petit tube à essai et elles finiront leur vie dans un terrain quand elles seront devenues des géantes. En fait, c'est très simple. Une femelle migale, elle est sédentaire. Elle vit sur l'équivalent d'une feuille, peut-être à 4, à 3, toute sa vie. Elle va trouver un spot qui lui plaît, une petite cachette, une toile pour chasser et elle ne bouge pas. Donc la femelle migale est ultra adaptée à la vie en captivité parce que c'est un animal ultra sédentaire qui vit sur une petite surface. Donc un terrarium reconstitué est vraiment parfait pour elle. Elle n'aura pas plus dans la nature qu'elle n'aura en captivité. Le mâle, lui, une fois qu'il est arrivé à sa dernière mue, la seule chose qui l'intéresse, c'est se reproduire. Il en est même à arrêter de manger, les amis. C'est-à-dire que les gens qui ont des mâles parce qu'ils élèvent des jeunes migales, et puis un coup, il y a la dernière mue, et à un moment, tu te dis « Ah mince, lui, c'est un mâle !» On va le reconnaître physiquement parce qu'au bout des pédipalpes ici, il va avoir des petits organes reproducteurs. Il va être souvent un peu plus maigre aussi. Les mâles, au bout de quelques mois, comme je vous dis, ils ne mangent pas. Ils pensent qu'à se reproduire. Donc souvent, c'est des araignées qui sont speed, avec un petit abdomen, un peu vraiment très flippés. Ils sont souvent plus flippés que les femelles parce qu'ils vont souvent se faire manger par les femelles. Donc leur instinct leur dit flip et run. Donc du coup, le mâle migale n'est pas le meilleur candidat à l'élevage en captivité parce qu'une fois qu'il est adulte, tu vas le garder peu de temps. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est des femelles. Maintenant, si tu veux les reproduire, il te faut des mâles forcément. Mais pour l'élevage d'agrément, la femelle est quand même la meilleure candidate. Évidemment, tu peux pas savoir si c'est mâle ou femelle quand elle est petite, il faut attendre la dernière mue. Donc c'est pour ça que les éleveurs achètent souvent des lots de jeunes et les font grandir entre elles pour qu'à la fin, une fois qu'elles ont mué et qu'elles sont adultes, tu vas avoir potentiellement les deux sexes pour les reproduire. En fait, c'est sur la dernière mue avant l'âge adulte que tout va se révéler. Ton araignée est adulte et là, tu la regardes et tu fais « Ah mon Dieu, c'est un mâle, ça fait 1 an et demi que je le fais pousser, il va vivre qu'un an. » Ou tu dis « Oh super, c'est une femelle, j'ai 30 ans devant moi. » Voilà, en gros. Quand tu élèves des migales, ta meilleure amie, c'est ta pince. La pince, elle va te permettre de faire plein de choses. Ça va être l'extension de tes doigts. Donc, elle va te permettre d'aller récupérer des choses dans le terrarium, mais aussi de déplacer tes araignées, parfois les contenir, parfois même les attraper. Mais ça, faut être délicat parce que c'est très fragile une migale. Mais la pince est ta meilleure amie. On va attaquer direct dans le dur et commencer par une espèce qui peut être un peu sportive, on va pas se mentir, hein, de par sa rapidité et son agressivité. Pterynochilus murinus, orange baboon tarantula, migale originaire d'Afrique centrale et en dessous. Un animal qui vit dans des zones plutôt équatoriales et qui a la particularité de tisser énormément. Il y a des araignées et des migales qui tissent très peu et il y en a qui tissent beaucoup. Donc en fait, chaque espèce va vraiment avoir sa particularité. Moi, j'aime beaucoup les espèces qui tissent parce qu'une fois que tu leur aménages des beaux terras, bah, c'est vraiment impressionnant de voir tout cet univers de soie avec cette araignée au milieu, c'est vraiment très cool. Elle est speed, elle est agressive, c'est-à-dire qu'elle va essayer de fuir vite, elle va essayer de se défendre, elle va se lever, essayer de me strike avec ses crochets. Donc on va faire attention au moment où on la transférera. On n'a ni envie de se faire mordre parce que j'ai pas envie d'avoir mal au doigt pendant des heures et faire Oh là là, je me suis fait envenimer. même si c'est pas très grave, et parce que j'ai envie de vous montrer les bonnes pratiques et les bons gestes. Donc pour l'instant, on va la mettre ici. Là, elle est dans le bac de vente, dans le bal dans lequel je l'ai acheté. Vous vous souvenez, quand je l'ai acheté, elle m'a été vendue là-dedans. Déjà, ce terrarium, je trouve qu'il est trop petit, et en plus au-dessus, il a un grillage, et le grillage, je vous le déconseille pour les toits, parce que moi, depuis que je suis petit, je lis que les araignées, quand on leur met un grillage en toit, en se déplaçant la nuit souvent, parce que souvent ce sont des espèces nocturnes, elle peut se coincer les griffes dans la grille et après ta migale elle reste pendue à la grille et une fois qu'elle est pendue, sa seule manière de pouvoir s'esquiver de cette situation, c'est de s'amputer la patte. Donc elle va perdre une patte, c'est relou. Elle en a 8, la patte va repousser à la prochaine mue. Mais si elle s'est pété la patte quelques semaines avant la mue, la patte n'aura pas le temps de se refaire. Donc elle va refaire une mue avec une petite patte foireuse. Et à la mue d'après, la patte sera meilleure. Mais on va changer le terrain, on va jouer la sécurité. Niveau terrarium, on peut à peu près tout utiliser. On pourrait prendre un terrarium en verre, mais faire un couvercle adapté, que ce soit de l'acrylique qui soit percé avec des petits trous, plexiglas, du PVC expansé, après ce que vous voulez. Éviter les grillages. L'avantage de l'aquarium en verre, c'est que tu vois bien ton animal. Lui, le contenant, elle s'en fiche, qu'elle soit élevée dans une boîte en plastique, en verre ou quoi, c'est pas un problème tant que ça a une bonne taille et que c'est bien aménagé, c'est pareil. Là, aujourd'hui, je suis parti sur une version un peu jolie, en mode tuto tout pet. J'avais envie de vous faire un truc sympa. Donc, j'ai récupéré des terrariums en acrylique. Donc, il y a beaucoup de terrains en acrylique dans les élevages d'araignées. Vous en trouverez très facilement sur le net. Toutes les formes, toutes les tailles, tous les prix. Et aujourd'hui, je suis parti sur un combo. J'en ai pris 3. Voilà. C'est assez joli quand tu as toujours le même animal de reproduire un peu la même forme de bac. Par exemple, je pense aux éleveurs de crevettes. Si tu arrives chez un éleveur de crevettes et qu'il y a 15 tailles de cuves différentes, c'est pas très joli uniformément. Pareil, si tu arrives chez un éleveur de combattants, par exemple, c'est pareil. Souvent, ça va être des setups qui sont assez similaires pour que l'ensemble soit joli. Comme je suis reparti à fond dans les migales, que ça fait quelques mois là que je suis là,
et que j'ai déjà pas mal d'araignées, vous vous doutez bien que dans un an, j'en aurai plein. Donc du coup, j'ai envie d'un truc uniforme, joli. Donc je vais partir sur ces terras, pour les spécimens adultes en tout cas. Mais tu vas me dire... On la voit pas dans le terra parce que le terra il est marron. Bah non, il est pas marron mon gars, c'est juste qu'il a une couche de protection et on va l'unboxer tout de suite avant de l'aménager. On se retrouve donc avec un bac en acrylique, nickel. Alors, nickel, on va tout de suite parler des avantages et des inconvénients de l'acrylique. L'acrylique, c'est joli, c'est fonctionnel, c'est léger, c'est pas mal franchement pour l'élevage de mygales, mais ça a quand même des gros inconvénients. Premièrement, ça se raye hyper facilement. Genre t'éternues dessus, le truc est bousillé quoi. Vraiment, la rayure sur l'acrylique, c'est redoutable. Donc ça, il faut faire très attention. Ensuite, on va pas se mentir, ça vieillit pas de ouf dans le temps. Genre surtout des acryliques assez fins comme ça, je pense que dans 4-5 ans, la boîte, elle aura jauni, elle sera foireuse. Surtout si tu utilises des UV ou si parfois elle prend le soleil, ce sera pas le cas pour cet élevage. Maintenant, c'est léger, c'est pas très cher. En tout cas, c'est de moins en moins cher. Bon, par contre, il se pète la gueule, il est cassé comme le verre, on va pas se mentir. Peut-être un peu moins, mais quand même. L'avantage, c'est que c'est sécure, l'araignée ne peut ni se blesser ni quoi que ce soit. Elle a un environnement assez vaste dans ce terra. Ce terra, il fait 40 de long par 30 de large par 20 de haut. Donc c'est adapté pour une femelle adulte d'à peu près toutes les espèces. Peut-être que les très grosses espèces de mygales, type Theraphosa le blondie, Lasiodora paribana, tous ces trucs énormes, on aurait pu les mettre dans un truc encore un petit peu plus gros. Mais sinon, c'est déjà très bien comme taille pour une femelle adulte. Le bac est bien ventilé, c'est important. J'ai des ventilations sur les côtés, à l'arrière et au-dessus. Les mygales ont besoin d'une ventilation correcte. Ce sont des animaux qui n'aiment pas trop vivre dans un environnement saturé et moite. Même si il y a plein de mygales qui sont originaires de régions équatoriales où il fait saturé et moite, mais il y a quand même de l'air. Le problème, c'est que si tu n'as pas d'air qui circule dans ton bac, tu vas vite te retrouver avec des moisissures. Les déchets des insectes avec lesquels tu vas lui donner à manger, tout ça, vont vite se transformer avec plein de champignons et tout, et ça va être dégueulasse. Donc, les espèces qui ont besoin d'humidité, on les élève dans une humidité relative et on les met dans des bacs quand même qui sont aérés. Ce petit terra, pour l'aménager, pour la Pterynochilus, déjà le premier truc à faire, c'est de se renseigner d'où vient ma mygale. Est-ce que ma mygale vient d'une région sèche? Est-ce qu'elle vient d'une région humide? Est-ce que c'est une mygale terrestre, arboricole? Forcément, l'aménagement du bac va être en fonction du biotope et de l'origine de vie de l'araignée à la base. Cette araignée, je vous ai dit, elle vit dans des forêts tropicales équatoriales africaines, mais elle a un territoire relativement large. Il y en a qui vont vivre dans des endroits plus humides, d'autres des endroits plus secs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mix. On va l'élever ni trop humide ni trop sèche, un mix. Et on va respecter ses habitudes de semi-arboricole. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une araignée en fait très opportuniste qui va souvent tisser autour d'un tronc, se servir de ce tronc pour se faire une petite cachette, mais pouvoir grimper aussi un peu sur ce tronc. Elle peut même creuser un petit peu à partir de ce tronc pour se faire une galerie. Donc c'est une araignée, en fait, c'est une espèce qui va occuper à peu près toutes les niches. Elle va occuper un peu le souterrain, un peu l'arboricole et un peu le terrestre. Donc on va lui préparer tout ça dans ce bac. Elle va avoir ça comme pièce principale de déco, qui est une jolie petite racine que j'ai trouvée et tout. Donc comme les aquariums, je vais essayer de placer la racine de façon à ce que ce soit le plus joli esthétiquement pour moi à l'œil et pratique pour l'araignée. Et évidemment, on va bien caler la racine pour pas que si elle creuse en dessous, la racine lui tombe dessus parce que ça pourrait la tuer. Donc déjà, on va mettre du substrat. Le substrat chez les araignées, c'est très important. C'est pas comme les lézards ou les serpents, on pourrait les élever sur du sopalin. Non, non, non. Elles ont besoin de substrat, déjà pour le modeler et se faire un endroit qui les rassure, mais aussi pour gérer l'humidité. Donc les araignées ont besoin de substrat. On va pas leur mettre un substrat n'importe quoi. On va respecter un truc très simple. On va mettre soit du coco en poudre, soit du terreau sans engrais. Évidemment, pas d'engrais, pas de pesticides, rien. C'est des invertébrés. La moindre prise anti-moustique, le moindre spray de je sais pas quoi ou quoi, ta mygale, c'est fini. Donc tu vas pas lui mettre un terreau enrichi en engrais, ça lui plairait pas du tout, tu vois. Donc là, dans ce bac, je vais mettre un mix entre du terreau et de la coco. L'avantage de la coco, c'est que le pH du coco. Je pense à tous les gens originaires d'Ansplat où on exploite le coco, ils doivent vomir à chaque fois qu'ils m'entendent dire la coco, c'est le coco. Donc on va faire un mix entre du terreau et du coco. L'avantage du coco, c'est qu'il a un pH très très bas. Donc ça va amener en fait un petit côté imputrescible à mon substrat. Qu'est-ce que veut dire imputrescible? Ça veut dire que les bactéries et les champignons peuvent pas l'attaquer. Plus le pH est bas, plus c'est vrai. J'avoue que si tu mélanges du coco avec du terreau, tu arrives à un pH vraiment bas dans le substrat et c'est pas mal pour limiter le développement des saloperies. Le coco, tu vas le trouver sous plein de formes, en poudre, en fibre. Par exemple, mon substrat toupette ne serait pas adapté aux mygales. Clairement, elles auraient du mal à creuser et tout, même s'il est ultra adapté à ton serpent, ton lézard et à pratiquement tous tes animaux. N'hésitez pas à aller voir substrat toupette disponible chez Delta Terra. Franchement, on a bien bossé dessus. Super substrat pour la plupart de tes animaux. C'est un substrat universel, n'hésite pas. Mais pour aujourd'hui, la poudre est conseillée parce que la mygale, elle a besoin de creuser et d'aménager et pour ça, la poudre, c'est très bien. Donc la poudre, tu peux l'acheter soit directement sous forme de coco en poudre, soit en briques compressées. Même chez Action, tu trouves des briques qui sont pas chères du tout, hein, à moins d'1 euro. Le problème des briques pas top, c'est souvent que la coco va être très salée. Donc il vaut quand même mieux acheter de la coco pour les animaux plutôt que destinée au jardin.
parce que la coco de jardin, souvent, elle est très salée. La coco est salée parce qu'elle est souvent récoltée au Sri Lanka dans des zones qui sont proches de la mer et avec les embruns, en fait, quand ils font sécher le coco, ils se gorgent de sel. Donc du coup, ça, c'est pas top pour tes plantes. Pour l'amygale, ça ne te dérangerait pas des masses, mais essaye de trouver du coco de bonne qualité, quoi. Et tu vas me dire, mais comment je sais s'il est salé? Et là, tu goûtes. On va rajouter un peu de terreau. Donc ça, c'est du terreau que j'achète ici en Thaïlande. Vous voyez, il est vendu comme un petit sac comme ça. Il est vendu comme bio, organique. Donc écoutez, on a envie de les croire. Je vais en mettre une bonne couche parce que comme je vous ai dit, c'était une espèce qui pouvait creuser aussi. On va mélanger les deux substrats et on va voir ce que ça donne. Et vous voyez, je tasse bien. Je vais lui faire une petite pente dans le fond de façon à ce qu'elle ait encore plus de volume de substrat vers l'arrière si elle veut aller se caler, se creuser. Et je vais lui caler sa racine. Alors je vais trouver le côté le plus joli de la racine, je pense que c'est celui-là. Voilà, je pense que c'est le plus joli côté et que si on la relève comme ça, c'est la plus jolie position. Avec ça, donc on va la caler. On va essayer de lui trouver un cran. Voilà, je vais la caler là et je vais l'enfoncer au max de façon à ce qu'il y ait le creuse dessous, il n'y ait pas de souci. Voilà. Bon, l'avantage des amygales, c'est que les setups, ils peuvent être très simples. Là, on pourrait s'arrêter là. Après, ça va être uniquement de la déco. C'est-à-dire que ça va être que de l'esthétique pour toi et pas pour ton araignée. La seule chose qui manque là, c'est une gamelle d'eau. Les mygales, elles ont besoin de s'hydrater, donc elles boivent de l'eau régulièrement. Je te conseille de changer ton eau quand même régulièrement, pas tous les jours comme les reptiles, on va se calmer, mais genre 2 fois par semaine, ce sera largement suffisant. Mais la gamelle à un endroit accessible. Si tu as une espèce agressive et que tu vas caler la gamelle au fond, parce que pour la déco, tu n'avais que là, tu vas galérer pour la changer à chaque fois. Donc tu peux utiliser un petit arrosoir et remplir d'eau, mais c'est bien de la nettoyer quand même de temps en temps. Mais mets la gamelle à un endroit accessible, c'est important. On va parler un peu, avant de la relâcher là-dedans, on va parler un peu de la technique. Comment chauffer un terrarium amygale? Assez galère, je t'explique pourquoi. L'amygale, elle n'a pas besoin de se thermoréguler. Donc elle n'a pas vraiment besoin d'avoir un point chaud et un point froid. Une température ambiante va lui convenir parfaitement pour vivre et la plupart des mygales vont avoir une plage d'acceptation entre 24 et 27 degrés sera parfait. C'est-à-dire de 25 à 30 ça marche aussi, mais à 30 degrés il y a des espèces souterraines, ce sera un peu trop chaud pour elles. 24 ce serait trop frais pour une espèce mexicaine type Brachypelma par exemple. D'ailleurs on m'a mis dans les commentaires. Arrête de dire Brachypelma, dis Brachypelma. Ok, j'ai toujours dit Brachypelma et je me demande comment vous mettez que avec che. Ça veut dire que par exemple, vous allez vous allez chez le bouquet. Je suis allé acheter de la viande chez le bouquet, c'était cool, il avait des belles entrecôtes. Je comprends pas, donc expliquez-moi dans les commentaires pourquoi est-ce qu'en latin on devrait dire que alors que c'est CH et que voilà, expliquez-moi, ça m'intéresse et si vous arrivez à me convaincre, je ne dirai plus jamais Brachypelma, je vous le jure. Une Brachypelma, pardon, ce serait trop frais dans les 24, elle serait mieux à 25, 26. Donc l'idée, en fait, souvent les éleveurs d'araignées, ils vont chauffer une pièce et ils vont garder leur mygale dans la pièce chaude à une température de, je vous dis, entre 25 et 28. Si on mettait juste un tapis chauffant sur le bac, il faudrait mettre un thermostat absolument. Et ça chaufferait qu'une petite partie du bac, donc ça veut dire qu'il y aurait une partie de l'araignée du bac qui serait plus frais, c'est pas super pratique. Donc moi, en fait, pour chauffer un seul bac, bah, je pense que j'utiliserai quand même un tapis chauffant, mais vraiment avec un thermostat. Et je pense pas que je le colle par en dessous parce que l'araignée aimerait pas avoir la chaleur qui vient d'en dessous. Je le collerai dans le fond là, par exemple. Et je mettrai ma sonde et ça, ce serait pas mal pour chauffer. Mais le mieux, c'est quand même de chauffer un ensemble. Par exemple, d'avoir un gros aquarium, de chauffer ton aquarium à l'intérieur avec le tapis chauffant, la sonde, et à l'intérieur de l'aquarium mettre des boîtes, tu vois. Ce serait plus pratique. Mais rien n'est impossible. Tu pourrais chauffer aussi avec une lampe de bureau, mais fais attention qu'elle soit pas trop proche et que ça chauffe pas trop. 27 degrés pour l'araignée, c'est pas non plus des températures colossales. On n'est pas sur un pogona qui a besoin d'un point chaud à 45. 45, ta mygale, c'est plié. Donc, il faut que ce soit chaud, mais pas trop chaud, et trouver un système de chauffage qui ne chauffe pas que un spot du terrain. Ensuite, pour l'éclairage. L'éclairage, en fait, ça n'a qu'un but esthétique, c'est pour toi. Les araignées sont des animaux qui sont la plupart du temps nocturnes et qui, la journée, vont s'abriter de la lumière. Je connais pas beaucoup d'espèces de mygales qui adorent être en plein soleil. Donc, tu peux mettre de la lumière sur ton terrain pour l'observer quand on a envie, mais je te déconseille de lui laisser 12 heures par jour. Le mieux, c'est d'équiper avec une petite LED que tu règles avec une télécommande et quand tu travailles dans tes mygales, quand tu les montres à tes potes, quand tu veux passer du temps avec elles, tu les allumes et tu les regardes. Mais la plupart du temps, c'est quand même mieux de les maintenir sans lumière. La lumière ambiante de la pièce suffira largement. Et attention au coup de chaud avec les températures, les amis, en termes de canicule, en termes de tout ça, les mygales, ça peut mal se passer. Donc s'il fait trop chaud, il faut les mettre au frais. Mais l'avantage, c'est que c'est des animaux que tu peux maintenir dans des petites boîtes en plastique pendant plusieurs semaines sans aucun problème. Donc si jamais tu avais une grosse canicule, tu prends tes mygales dans tes terras, tu les mets dans des boîtes en plastique, chacune bien adaptée avec du substrat et une mini gamelle d'eau. Et tu les mets par exemple dans une glacière avec une petite plaque de glace pour maintenir, je sais pas, s'il fait 40 chez toi, bah dans ta glacière, il fera peut-être 25. Et avec ça, tu peux les maintenir pendant des semaines en attendant la fin de la canicule sans problème. Mais n'expose pas des araignées à des températures supérieures à 30, 32, 33 degrés, ça pourrait les tuer. Maintenant qu'on a aménagé le bac, on va faire une bonne vapo à l'intérieur parce qu'il faut que le substrat il soit quand même relativement humide. Humide, ça veut pas dire détremper les amis. Si je prends mon substrat et que je le presse, il n'y a pas de l'eau qui va sortir.
Je veux juste rajouter de l'humidité ambiante, mais je veux pas détremper mon substrat. Donc si je mettais une bouteille d'eau, ce serait foireux, l'eau s'infiltrerait dans le fond, ce serait pas une bonne uniformisation, donc le mieux c'est de faire une bonne vapo. Donc équipez-vous d'un vaporisateur, franchement ça commence à 2 € les vapos. Donc si tu élèves des migales, il te faut un petit vapo, c'est sûr. Les amis, j'ai investi dans un vapo automatique, ça c'est génial quand même. J'ai mis 40 ans avant d'en avoir trouvé un, pas besoin de se galérer, c'est trop bien. Donc là je vais bien vaporiser, je vais détremper un peu le terrain une première fois que le substrat s'imbibe. Mais après, j'irai mollo dans les vapos juste pour conserver une humidité ambiante au niveau du substrat. Est-ce qu'on peut mettre des plantes dans un terrain amigal? Oui, mais ça dépend du biotope. Si tu as une espèce sèche type Brachypelma par exemple, les plantes elles vont pas trop s'éclater. Tu peux garder un petit coin humide dans le bac et cultiver une plante. Le problème c'est que si tu as une espèce par exemple souterraine qui va creuser des galeries, elle va défoncer les racines des plantes en creusant. Mais c'est pas du tout impossible. Là par exemple dans le bac elle avait des petites boutures qui ont des petits phytonias qui ont eu du mal à survivre avec la toile, avec les trucs et tout, mais ils ont survécu, donc peut-être que je mettrai une petite bouture. Vous voyez comme c'est ouf l'abondance de toile, vous voyez quand même comme elle a tissé partout et comment elle se fait un cocon et comment elle se fait différentes niches en toile. Là il y a un tube, vous voyez là elle a un petit terrier où elle peut aller au calme, là elle a son espace aussi. Et en fait, vraiment, tout est parfaitement aménagé, quoi. Bon, là, forcément, c'est un peu le moment critique. Je vais faire attention pour 2 raisons. Déjà, parce que cette migale, en plus d'être agressive, elle va ultra vite. En lisant des fiches hier soir et tout, il y a des mecs qui disent qu'elle se téléporte. Et c'est vrai qu'elle va ultra vite. Donc là, j'ai pas envie qu'elle trace. Surtout qu'en plus, je suis en extérieur, donc j'ai pas envie de devoir lui courir après dans mon jardin. Ensuite, ce que je vous conseille, et ce que je n'ai pas prévu, et c'est une erreur, c'est de ne jamais transférer une migale comme ça sans un grand bac extérieur. Je m'explique. Si tu as un grand bac en plastique et que tu poses tes contenants à l'intérieur pour la transférer, tu peux mettre par exemple un coup d'huile végétale autour du haut du bac en plastique, que si jamais ton araignée elle sortait du terrain, bah, elle se retrouve dans le grand bac en plastique, et si elle remonte contre la paroi, bah, elle glisse. Et toi tu peux la rattraper. Là si elle sort du bac et qu'elle court, faut que je la rattrape, tu vois, il n'y a pas une barrière de plus. Alors que s'il y avait un grand bac, ce serait nickel. Sauf que j'ai oublié d'acheter le bac. Donc on va se débrouiller sans. Pour la manipuler, évidemment je vais pas y aller à la main. Je vous ai dit qu'elle était agressive, j'aurais pu y aller à la main pour certaines espèces, même si quand elles sont pas agressives, elles peuvent avoir d'autres petits outils de défense. Les Brachypelma par exemple, qui sont des migales vraiment très populaires et que tout le monde adore, elles ont la capacité d'envoyer des poils urticants. Donc même si elles vont pas être agressives, on pourra les déplacer à la main, bah, elles risquent de t'envoyer des poils urticants. Donc déjà, bah, toi, tu vas te prendre des poils urticants, tu vas les respirer, c'est pas top. Et en plus, après, la migale, ça lui fait une espèce de calvitie sur l'abdomen, c'est pas très joli. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais la titiller un peu pour voir un peu comment elle réagit et voir si je peux la déplacer contre une paroi pour pouvoir la déplacer avec ma boîte. Parce que c'est avec des boîtes qu'on déplace les migales, c'est le plus facile. Avec une boîte en plastique où on la colle et on remet le couvercle derrière, on la déplace en toute sécurité. Mais je vais déjà voir comment elle réagit quand je la titille un petit peu, savoir si elle tape un coup speed de ouf ou pas. Elle est pas contente. Elle est pas contente du tout. Elle se met direct en position de défense. Vous voyez, elle est pas contente du tout. Hein. Dès que je la titille, elle me monte ses crochets, prêt à striker, prêt à me dire t'es qui toi, si t'approches, je te dérouille. Vous voyez, les crochets, on voit bien ici là. Allez, hop là, elle a mordu la pince, elle écarte ses crochets. Là, elle est pas contente du tout. Vas-y, je vais la déplacer doucement, doucement vers la paroi, de façon à pouvoir la contenir dans sa boîte. Voilà. Alors ça c'est pas bien du tout. Oh, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Panique, 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 panique. Hop là, nickel. Vous voyez la vitesse à laquelle elle est sortie? Vous voyez pourquoi il faut une double barrière? Et vous voyez pourquoi j'ai de la chance qu'elle soit pas partie dans un trou là. L'avantage du grand bac en plastique, elle serait retournée dedans et on l'aurait pris dedans. Voilà. C'est bon, nous l'avons. Ok, maintenant qu'elle est là, ça va être facile de la transférer dans l'autre bac. Alors j'ai deux options, hein. Soit je joue la sécu à mort, je referme ici. Je prends ma pince et je vais l'ouvrir ici, soit j'y vais à la main et je la mets calmement. Vous avez bien compris que cette espèce n'est pas du tout adaptée aux débutants. On commence souvent par des espèces qui sont peu agressives quand on débute parce que on a envie de pas prendre de risques. Et par exemple les aviculaires seraient une super candidate. C'est des migales arboricoles magnifiques. Il y a toute une famille. Elles viennent toutes d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et il y en a vraiment des superbes et ça c'est super pour démarrer. Les Brachypelma. Et après un niveau au-dessus, tu passeras à des espèces agressives comme celle-là qui sont pas contentes de te voir, speed. Mais magnifique. On va pas se faire avoir deux fois. On va essayer. On va déjà bien déverrouiller le couvercle. T'as vu comment elle essaie de passer? Youp là. Allez, c'est bon. Ouah, c'était chaud. J'ai eu la pression, putain.
L'avantage de lui donner de la place, c'est que ça va lui permettre de tisser vraiment quasiment, je pense, sur l'ensemble du terrarium. Donc je pense que dans quelques semaines, ça va être vraiment magnifique. Là, elle est en mode, ok, je sais pas où je suis, j'ai aucun repère, je n'ai plus de toile. Donc elle repart à zéro, là. Elle est en mode, il faut que je rebâtisse une vie, là. Donc elle va se mettre à tisser dans quelques temps. Ça peut aller très vite, comme ça prendre quelques heures. Et je pense que dans quelques jours, ce sera trop stylé. Elle a de quoi creuser pour se faire une cachette vers la racine. Elle a sa gamelle d'eau, elle a sa température sur mon substrat, elle est installée au top. La mygale, c'est quand même un animal bien adapté pour les feignants parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien. Une fois qu'elle est installée, en fait, à part lui changer son eau régulièrement, enlever les restes de nourriture, en fait, la mygale, quand elle se nourrit, elle va injecter un liquide, elle va attraper sa proie avec les crochets, injecter un liquide à l'intérieur, ça va tout liquéfier et elle va tout respirer. Donc en fait, la faim, le déchet de nourriture, ça va souvent être une boule de restes d'insectes, tu vois, qui va être jeté dans un coin. Souvent, elle jette un peu dans le même coin. Donc ça, tu peux les enlever régulièrement avec une pince. Tu verras qu'elle te fera des petites crottes qui sont des petites fesses blanches un peu partout sur le sol, mais aussi parfois sur les vitres quand elle se balade. Donc ça, tu peux le nettoyer avec ta pince et un petit sopalin. Mais en vrai, franchement, il n'y a jamais besoin de changer intégralement le substrat ou de devoir nettoyer régulièrement comme si tu avais un oiseau ou nettoyer le fil de ton poisson ou changer le substrat de ton serpent parce qu'au bout de quelques temps, le substrat est crade. Là, ça n'existe pas. Une fois que ton bac il est fait, c'est juste des petits entretiens, du spot cleaning, on appelle ça, du nettoyage par petits spots, et tu pourras maintenir ton terrarium toujours nickel, sans en faire des masses. Je te garantis, les feignants, vous avez kiffé. Quand tu élèves des mygales, les moments les plus satisfaisants, on va pas se mentir, c'est souvent l'alimentation, quand tu les nourris, parce que ce sont des chasseuses hors pair, et c'est très impressionnant de les voir chasser, et la mue, parce que c'est ultra impressionnant de voir un animal sortir du même animal. C'est-à-dire que la mue, elle se met sur le dos, ta mygale, donc déjà au début, bah, tu es en panique, tu dis merde, elle est sur le dos, elle est morte. Pas du tout. Une mygale qui est morte, elle va être sur le ventre avec les pattes recroquevillées sur elle dans une position bien caractéristique. Une mygale qui est sur le dos avec les pattes écartées, c'est une mygale qui va muer. Et de ce moment, bah, le processus franchement est magique, quoi. La peau va se craqueler et une deuxième mygale, en gros, enfin c'est la même, hein, va sortir de l'exjuvie de la première. On appelle ça l'exjuvie, la mue, et c'est vraiment très impressionnant. Ça va prendre souvent plusieurs heures, 1h30, 2 heures, le temps que tout le processus se fasse. Et ce qui est ouf, c'est quand elle mue, elle est molle. Ses crochets sont mous, donc ils sont tout blancs, ils sont mous. Donc il va lui falloir quelques jours pour pouvoir sécher et se solidifier de façon à rechasser. Donc si par exemple au moment du nourrissage, tu avais laissé une proie dans le terrarium, que la mygale n'y avait pas touché et qu'elle se met à muer, techniquement, pendant qu'elle mue, elle est totalement victime de la proie et un grillon ou une blatte affamée pourrait manger ta mygale pendant le moment où elle sèche. Donc vraiment, quand tu les nourris, c'est bien de contrôler qu'elles mangent ses proies et qu'il n'y a pas des proies qui se baladent. Pour les nourrir, il y a plusieurs options. Soit tu donnes à la pince et t'approches doucement et l'araignée va venir tâter ce que c'est et d'un coup va se jeter dessus. Soit tu lâches la proie dans le terrarium et l'araignée va se débrouiller et va l'attraper dans sa toile. Le problème de cette deuxième option, c'est quand tu as des terras qui sont comme ça décorés avec pas mal de cachettes, un animal de cette taille-là, elle va quand même manger des blattes dubia par exemple d'assez bonne taille, et une dubia d'assez bonne taille, elle y reste cachée tout de suite sous la racine et avant qu'elle ressorte, tu peux y aller. Donc je conseille quand même de distribuer à la pince pour être sûr que l'insecte nourricier soit consommé par le prédateur, c'est quand même mieux, ou de vérifier l'action et être sûr que l'insecte a été mangé avant de le laisser. Si ta mygale refuse à manger, c'est pas grave, ça peut être plein de choses. Soit elle a déjà assez mangé, soit elle est mal installée, soit elle va muer. Il peut y avoir plein de choses différentes, donc à toi de voir ce qui a pu se passer, mais dans tous les cas, si elle refuse, c'est pas grave, t'enlèves la proie, tu laisses 3-4 jours et tu renourris derrière. Une mygale comme ça adulte va être nourrie en moyenne, on va dire 1 fois par semaine, mais parfois je change un peu comment dirais-je, la fréquence de distribution, et si elle était nourrie que 3 fois par mois, si elle avait une bonne proie, ça irait très bien. Par contre, les bébés, on les nourrit plus, les bébés, je les nourris 2 fois par semaine, et ils ont une croissance qui est plus rapide, les bébés vont muer plus régulièrement que les adultes. Une fois qu'elles sont adultes, les femelles, elles muent 1 à 2 fois par an, alors que toute la croissance de la naissance jusqu'à l'âge adulte, elles vont muer régulièrement tous les mois et demi, tous les 2 mois. Là, moment de la mue est un moment critique, c'est un moment où ça peut mal se passer. Vérifiez bien avoir un beau taux d'humidité dans le terrarium, quitte à spray quelques jours avant. Si vous avez des brachypelma, des espèces mexicaines, vous voyez en fait si elles ont enlevé les poils urticants et qu'elles étaient roses à cet endroit-là et qu'elles deviennent noires à cet endroit-là, c'est qu'en dessous, en fait, sous la peau, il y a une deuxième peau qui est en train de se faire, et donc dès que l'abdomen commence à être noir sur les parties décharnues, c'est que la mygale va pas tarder à muer. Donc vous pouvez lui faire un petit coin humide à un endroit du bac, localisé, de façon à ce qu'elle trouve l'humidité pour pouvoir s'extirper correctement au milieu de la mue. Ce qui est trop cool sur cette chaîne, c'est qu'on peut vraiment parler de toutes les passions qui m'animent, hein, j'ai envie de dire, et les mygales est vraiment quelque chose que j'adore depuis longtemps. Vous vous rendez pas compte comme je suis content de pouvoir reprendre l'élevage, pouvoir vous en parler et partager autour de cette passion. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui me fait vraiment envie. Donc au fur et à mesure de l'agrandissement de ma collection, je vous ferai des petits updates et tout, et je vous parlerai de ces animaux. Je vous le répète une dernière fois, cette vidéo elle n'est pas pour vous pousser d'élever des animaux que vous n'avez pas le droit d'élever. Si vous tombez en croche sur ces animaux,
N'hésitez pas à vous renseigner sur les démarches de formation de certificat de capacité. À la ferme tropicale, vous avez des formations autour des migales, donc c'est-à-dire que vous pouvez payer et passer une après-midi avec des professionnels des araignées qui vont vous en dire plus, qui vont vous mettre en contact avec, qui vont vous faire manipuler vos premières araignées. Dans tous les cas, avant d'élever un animal, quoi qu'il se passe, il faut se renseigner, rencontrer des gens qui sont là-dedans, partager, échanger, aller sur des salons, aller sur des bourses, lire, très important, lire sur internet, mais lire des bouquins aussi, et vraiment se renseigner. Une fois que vous allez comprendre et que vous allez, comment dirais-je, accumuler du savoir, toutes les étapes administratives et tout ça, ce sera que des formalités. Vous allez vous dire, bah voilà, moi c'est vraiment mon délire, je veux devenir capacitaire. Et bah ça prendra peut-être un petit peu de temps, ça prendra peut-être 6 mois, 8 mois, 1 an et demi. Mais à la fin, vous aurez vos autorisations, vous pourrez acheter vos migales sans aucun problème. Les migales, où est-ce qu'on les trouve? Soit auprès d'éleveurs capacitaires, soit sur des sites internet, et elles sont expédiées, ce sont des animaux qui voyagent très très bien. Elles sont emballées vraiment hyper sécures et tout, donc ça voyage bien. Donc c'est plutôt facile de procéder à des échanges avec d'autres éleveurs, même à l'étranger. Mais pour tout ça, il faut être capacitaire. Donc je sais que c'est frustrant. Je le sais, j'ai vécu en France comme vous sans capacité, c'était hyper frustrant. Mais si on veut pouvoir élever ces animaux légalement, eh ben, il faut passer par cette étape. Ou alors vivre ailleurs. Belgique, Suisse, Luxembourg, Espagne, tout ça, il n'y a pas de capacité. Donc, en tout cas, pas pour les migales. Donc, du coup, j'espère que ce tuto, il t'a fait envie, j'espère qu'il t'a inspiré. Si tu as déjà des araignées, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de rajouter des trucs, que j'ai dit des choses, des informations complémentaires ou j'ai dit des bêtises pour toi, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Franchement, toute critique constructive est la bienvenue sur cette chaîne. Vous qui regardez les vidéos, n'hésitez pas à les fouiner dans les commentaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui ramènent leur opinion, leur expérience, leur savoir et c'est vraiment un bonheur. Parfois, je vois des conversations dans les commentaires de mes vidéos, mais ça me fait trop plaisir. J'ai l'impression que c'est le café toupet de passion où les gens échangent et transmettent du savoir dans les commentaires. L'espace, il est là pour ça. Lâchez-vous, n'hésitez pas. Moi, ça me favorise la vidéo et ça la pousse dans l'algorithme, donc je vais pas vous dire que ça m'arrange pas, mais ça vous permet aussi, vous, de trouver des informations et d'échanger. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de groupes Facebook, tellement de trucs, mais tellement peu de magasins et tellement d'endroits où on peut se rencontrer et échanger en direct. Servez-vous de l'espace commentaire de cette chaîne pour pouvoir faire un grand café débat de l'élevage d'animaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-là t'a plu. N'hésite pas à la partager, l'envoyer à tes potes qui rêvent d'avoir des migales ou qui les détestent pour leur faire une vanne. Hein, ça les fera. Je sais pas si ça les fera marrer. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci aux phobiques qui sont restés jusque-là. Franchement, respect total. Et les autres, si vous avez un crush pour ces animaux, renseignez-vous. Il y a énormément d'infos à accumuler avant de faire quoi que ce soit. Salut les amis. Ciao!